Bonjour à tous, bienvenue. Donc, bienvenue à la famille audiovisuelle, à la famille du Smart Intégration. Vous êtes tous des professionnels dans cette salle et en même temps des amis. Et on est là pour parler de notre métier, de l'avenir de notre métier, plus spécifiquement axé sur les métiers de l'hospitality, mais pas que. Et je pense que nos échanges vont être très riches et bénéfiques pour tous ceux qui sont présents aujourd'hui à Strasbourg et pour tous ceux qui nous regardent par notre chaîne télé en replay. Donc, aujourd'hui, une rencontre professionnelle sur notre métier, sur nos métiers, parce qu'il y a plusieurs composantes, pour définir où on en est et pour voir surtout où nous allons, quelles sont les perspectives de développement, quelles sont les opportunités à saisir. Moi, en tant que chef d'entreprise, quand je venais à une réunion comme ce matin, je me disais toujours, est-ce que je vais apprendre quelque chose? Est-ce que je vais repartir avec des idées que je vais pouvoir mettre ensuite en application dans ma propre entreprise pour me développer, pour pouvoir proposer de nouvelles solutions, de nouvelles technologies, de nouveaux services à mes clients. J'espère que vous serez satisfaits en repartant. C'est ce que nous souhaitons. Donc nous aurons deux tables rondes. La première est déjà en place avec de grands professionnels. On vous présentera au fur et à mesure. Vraiment des gens qui sont dans le métier ou qui représentent, comme l'association KNX, Rémi Sterman, qui nous fait le plaisir d'être à la fois présents et partenaires, et des fabricants de renom qui sont également là, qui vous seront présentés au fur et à mesure. Eh bien, nous aurons, je pense, vraiment des informations, et plus que des informations, des pistes à suivre pour nos entreprises. Et puis aussi, nous aurons deux coups de cœur du magazine Smart Intégration Mag, puisque Smart Intégration Mag, le magazine de la profession de l'intégration, que ce soit audiovisuel, smart, building ou résidentiel, eh bien, aujourd'hui est venu à la rencontre de ses lecteurs, de ceux qui soutiennent le magazine aussi, les fabricants. Et c'est cette famille de l'audiovisuel et de l'intégration que nous allons maintenant entendre. Voilà, donc deux coups de cœur, je reviendrai vers vous pour vous les présenter, qui sont très originaux et qui montrent que dans cette profession, on commence à s'unir, on commence à travailler ensemble, et ça, moi, ça fait 40 ans que je travaille pour ça, pour qu'on ne reste pas dans son coin isolé, mais qu'on s'assemble, qu'on se rassemble pour être plus fort et proposer des solutions à l'ensemble de la France. Merci beaucoup, bonne matinée, bon travail, à bientôt. Table ronde, le sujet va faire un focus sur la salle de réunion intelligente avec des interventions d'acteurs du terrain, comme le disait Lucien juste avant. Il y a vraiment une dynamique aujourd'hui à travailler tous ensemble et donc l'intégration, c'est, je pense, de la vie de tous ça aussi, c'est réussir à travailler ensemble. Donc on a Dominique Bonneau qui est le directeur général de Lightware France. On a Florent Bernard, directeur commercial chez Crestron, Rémi Osterman déjà présenté pour KNX France et Vincent Prémel pour AV Connexion, donc intégrateur. La réflexion qu'on a amenée, c'est de se dire qu'aujourd'hui, après la crise sanitaire, avec les considérations énergétiques, il y a des enjeux à faire venir les gens au travail. Le télétravail, c'est bien, mais et les gens, s'ils viennent au travail, c'est principalement parce que c'est des choses à faire ensemble, donc il y a besoin de se réunir. Et donc la salle de réunion, c'est devenu vraiment un enjeu pour l'employeur, mais aussi pour l'employé. Et donc l'idée, c'est de se dire que cette réalité-là, elle est aussi bien technique qu'humaine, et que ce soit pour le travail hybride, on va avoir des gens sur place dans la salle de réunion
chez eux derrière leur poste avec différents appareils, avec plein de questions. Il y a de plus en plus des solutions techniques, logicielles, matérielles. Donc là, l'idée, c'est de faire un peu le tour de ce qui est possible, aussi bien dans la connectivité que dans l'intégration de la pièce en tant que partie du bâtiment, en fait, de faire ce focus-là. Et on finira par s'interroger un petit peu sur les notions de cybersécurité, de limite de responsabilité. Forcément, on est à plusieurs à travailler sur un sujet qui est de plus en plus crucial. Et donc, voilà. Si tu veux commencer, Dominique. Tout d'abord, je vais présenter Lightware. Je ne sais pas si tout le monde connaît cette société. Donc, Lightware est une société hongroise spécialisée dans les interfaces AV vidéo, comme nos amis de Crestron, Extron ou Kramer, pour situer un petit peu le marché. Société familiale, avec une production qui est basée à Budapest. Donc, c'est un point important parce que fabriqué en Europe, on est très peu à fabriquer nos produits en Europe. Donc, il y a un impact également sur la partie RSE, sur la partie respect de l'environnement, qui est un point important dans les appels d'offres maintenant, on le sait tous. Ça, c'est le premier point. Des filiales dans le monde entier, on a à peu près une trentaine de filiales. Moi, j'ai monté la filiale France il y a maintenant un an, donc c'est tout récent. Et l'idée, c'est d'évangéliser sur différents produits, sachant que notre métier de base, c'est la gestion des signaux. Donc, grille de commutation, AV sur IP, comme nos amis et les compétiteurs. Et depuis quelques temps, on a migré sur la partie salle de réunion et corporate. D'accord ? Donc le débat sur la salle smart, la salle intelligente, c'est un grand débat, c'est un grand propos. Moi, j'aurais tendance à dire que le plus important, c'est qu'on prenne en considération la demande du client, mais ça c'est le métier de tous les intégrateurs, et surtout l'usage. Et l'usage actuellement des personnes qui vont revenir au bureau, c'est de dire, si chez moi ça se passe très bien quand je fais mes visioconférences, quand je reviens au bureau, je vais vivre la même expérience. Et là, ce n'est pas toujours le cas. D'accord ? On a aussi l'arrivée de nouvelles technologies avec l'USB-C, d'accord, qui est un connecteur que l'on trouve maintenant sur la plupart des PC, des tablettes, des téléphones. Même Apple a été contraint de changer son connecteur, donc ça en dit long sur ce nouveau connecteur. Et l'avantage de l'USB-C, c'est qu'en un seul câble, on va remplacer 4 câbles. Donc c'est pas neutre comme approche. Si on rentre dans une salle et que l'on veut se connecter, le mot principal pour moi, c'est simplicité. Avant même que ce soit intelligence, c'est notre problème de gérer l'intelligence de la salle, c'est surtout simplicité. Je me connecte avec un seul câble, je vais être capable de diffuser de la vidéo, de récupérer de la charge sur mon PC, ce qui est un point important, et pas avoir l'obligation, je prends mon exemple personnel, j'ai oublié mon alimentation à la maison, si j'ai pas d'alim, comment je fais pour travailler et faire ma visio. Troisième point, de gérer l'Ethernet, parce qu'on a besoin de points de connexion Ethernet pour pouvoir faire sa visio correctement. Et quatrième point, récupérer les devices de la salle. Qui dit device, dit écran tactile, dit caméra, dit clavier souris, j'en passe et des meilleurs. Alors tout ça, c'est la base. Maintenant, comment le faire? On peut le faire avec une docking station classique, informatique. D'accord? Il faut savoir que maintenant, les personnes qui gèrent l'audiovisuel dans la société sont de plus en plus les gens de l'IT et de moins en moins les personnes des services généraux. C'est toujours une bataille depuis des années entre ces deux compétences et ces deux services. Une qui est plus service et l'autre qui est plus ticket. Donc j'ai un problème, débrouillez-vous. Donc il faut que ça marche le mieux possible à la base déjà. Et donc cette docking, on a sorti une docking station plus. Et c'est là où on va rentrer dans l'intelligence, c'est-à-dire que soit on pilote avec une domotique extérieure, de chez nous, de chez Crestron, de nos autres amis, parce que je pense qu'on est plus fort à plusieurs que tout seul, soit on le fait en autonomie, en automation. C'est-à-dire qu'en gros, le fait de se connecter sur le boîtier va permettre de lancer un process d'automation. Tout simple, j'éteins la lumière, j'allume l'écran et je diffuse. Ça c'est le premier point. Et surtout, effet inverse, quand je me déconnecte, j'éteins l'écran, je me mets en veille et j'attends que ça revienne. Point important, là on commence à être un peu intelligent, entre guillemets, c'est qu'on va gérer la consommation de la salle. On parle tous de consommation électrique. Il y a même des fabricants qui mettent comme argument non pas que le produit fait de un point à un point B, gère le signal de façon optimale, mais en avant le fait que le produit consomme moins que le produit concurrent. C'est intéressant. On reviendra un peu sur ces dimensions-là sur le deuxième tour de parole. Donc, si je récapitule un petit peu, l'enjeu c'est vraiment de vouloir amener de la simplicité. Tout à fait. De prendre conscience que le connecteur USB type C c'est devenu un vrai agrégateur pour alimenter, pour commander, pour recevoir du signal. Et donc c'est une partie de ce que vous portez. Tout à fait, une partie. Et juste pour conclure sur la partie intelligence et smart room par exemple,
c'est de pouvoir également récupérer des datas, parce que c'est là le point important. Alors, c'est pas notre travail de récupérer des datas, mais sur les gros déploiements dans les salles de réunion, il est primordial que les personnes de l'IT ou les personnes en charge de la gestion des salles puissent être capables de monitorer l'ensemble des produits. Le produit le fait également, c'est pour ça que la solution le fait également. Ouais. Florent. Bonjour, Florent Bénard, Crestron. Donc, je suis en charge de l'activité de développement essentiellement pour résidentiel et l'hôtellerie, et forcément il y a un regroupement avec la partie salle de réunion, puisque c'est un marché très dynamique et qui change beaucoup, notamment avec les changements dont vous avez parlé, le Covid, les notions de consommation énergétique et ce genre de choses-là. Donc déjà, je tiens à vous remercier pour l'invitation de Smart Intégration. Pour notre part, Crestron, donc, on est une entreprise américaine, nos produits sont fabriqués aux États-Unis pour l'essentiel. On a fêté nos 50 ans l'année dernière. C'est une entreprise privée et familiale qui appartient aux enfants du fondateur. Et on est très axé sur l'innovation, puisque près de 25% des effectifs de Crestron est investi en R&D. Donc on est très avancé là-dessus. Et aussi, même sur le terrain, les gens qui s'occupent des intégrateurs, qui s'occupent d'évangéliser, de voir les bureaux d'études, on a un profil très technique, puisqu'on aborde essentiellement le sujet par l'innovation et par la technologie. Alors, pour un petit propos, disons, liminaire dont vous avez parlé, effectivement, notre jeu de tous les jours, c'est d'essayer de répondre à ces dynamiques-là, à ces challenges-là. Je ne veux pas répéter ce que Dominique a dit, qui est très juste, mais je voudrais complémenter un petit peu. Nous, on retrouve effectivement le challenge de faire face à une pluralité non seulement des moyens de connexion, l'USB-C bien évidemment est la grande tendance du moment, mais on retrouve aussi encore beaucoup de partage sans fil. Le fait de ne pas être obligé de connecter de câbles et d'arriver et de partager, peu importe le type de device, un Mac, un PC, une tablette, et de pouvoir facilement partager, parfois même à plusieurs, faire de la visioconférence sans rien avoir à câbler finalement. Et puis on retrouve aussi une grande tendance, c'est de venir même les mains dans les poches et de retrouver un système de visioconférence, disons, robuste, fonctionnel, ergonomique dans la salle, où je viens en fait sans même mon appareil, et je peux exploiter directement la technologie de la salle. Donc c'est effectivement ces trois grandes notions-là, l'USB-C, le sans fil et la visio intégrée. Mais dans la pluralité, on retrouve aussi beaucoup d'autres notions, et notamment le côté utilisateur. On se retrouve que voilà, il y a beaucoup de classes d'utilisateurs, des jeunes, des moins jeunes, des gens plutôt technophiles, d'autres qui ne le sont pas, des gens qui ont l'habitude d'utiliser par exemple Teams sur leur PC, qui est une grande tendance aujourd'hui, leur téléphone, leur PC, qui aimeraient retrouver cette expérience-là dans la salle. Et donc toute cette pluralité d'utilisateurs, d'entreprises, applications gouvernementales, universités, hôtellerie, et en fait on va s'attacher à travailler avec le client final pour définir ses besoins, définir les habitudes des utilisateurs pour s'assurer qu'ils retrouvent ces habitudes-là dans la salle et leur manière d'utiliser la salle. Et puis on retrouve aussi une pluralité dans l'usage, parce que, vous l'avez dit justement, depuis le Covid et avec la démocratisation du télétravail, quand on vient au bureau, c'est pas pour se poser derrière son PC. C'est pour retrouver ses collègues et justement c'est le moment de la semaine, les deux jours de la semaine où on veut collaborer. Et donc on doit s'assurer que les salles qui avant n'étaient qu'un espace de réunion et on se mettait autour de la table et on pouvait partager sur l'écran, deviennent aujourd'hui des espaces de créativité avec du tactile, avec des notions plus de créativité. Des fois c'est du partage, des fois c'est de la visio, du brainstorming. Les salles peuvent être utilisées pour tout. Et dans cette notion-là, on doit s'assurer que les différents espaces du bâtiment, de la petite salle de room jusqu'à la très grande salle de conseil, on retrouve la même homogénéité, une homogénéité dans la manière d'utiliser les équipements. Qu'un utilisateur qui arrive dans une salle retrouve toujours les mêmes fonctions, les mêmes moyens de démarrer sa salle, que ce soit de l'automatique, comme le disait Dominique, en branchant son câble, une détection ou un bouton sur un écran tactile. On est la même chose dans une petite salle ou une très grande salle. Harmoniser les choses. Exactement. Et c'est ça aujourd'hui qui est difficile. Et je reboucle sur l'hôtellerie pour terminer. Dans l'hôtellerie, c'est encore plus compliqué parce qu'on va retrouver différentes entreprises et différents usages qui vont utiliser. C'est jamais la même entreprise qui va utiliser une salle de réunion aujourd'hui qui utilisera demain la même salle. Et donc ça vient encore exacerber cette pluralité-là. Et donc c'est un vrai challenge, surtout pour un groupe hôtelier. On va prendre l'exemple du groupe Accor, qui est un groupe dont on peut être fier en France, qui va avoir plusieurs hôtels partout. Si on veut créer une expérience homogène dans l'hôtel, on veut la créer entre les hôtels aussi. Aujourd'hui, on retrouve la même expérience pour faire le check-in de sa chambre, réserver l'odeur, la musique, les choses comme ça. On essaye de créer une homogénéité entre les différents hôtels du même groupe. Il faut recréer cette expérience-là pour les différentes salles de réunion. Et c'est là qu'on essaye d'être le
plus proche possible du client final, de l'intégrateur, des bureaux d'études, pour être sûr de créer cette expérience. Là, tu parles d'amener une réponse, pas uniquement focus sur une entreprise où les gens ont leurs habitudes, mais aussi bien dans l'hôtel qui propose de la salle de réunion, dans l'espace de coworking qui propose de la salle de réunion, oui. Faire en sorte que le parcours utilisateur soit vraiment harmonisé, ou c'est un de vos credos, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est vraiment ce à quoi on s'attache. Et puis on parle de l'expérience utilisateur, mais je voudrais complémenter, Dominique en a peu parlé, avec l'expérience administrateur aussi. Généralement, entre nous, c'est celui qui fait le chèque en plus. Hein. Donc son avis est très important. Et avec cette utilisation aujourd'hui indispensable des salles de réunion dans un bâtiment, il n'est plus question que la salle ne soit plus opérationnelle. Avant, presque on appelait les services généraux à chaque début de réunion pour qu'ils nous expliquent comment démarrer sa salle et brancher son ordinateur. Ça ne peut plus être le cas. Donc on doit être sûr que ce soit robuste, simple, fiable, et surtout avec un bon système de monitoring où il n'est plus question que si un câble est débranché, un produit est déconnecté, on attend que ce soit l'utilisateur qui le remarque et le remonte au service IT aux généraux. Il faut absolument un système dynamique qui remonte les valeurs. C'est vraiment le sujet du deuxième tour de parole, à se dire non mais c'est bien, c'est parce que voilà, je pense que c'est plaignant quand on touche à l'un, on touche à l'autre, et dès qu'on parle salle, on parle bâtiment, et donc je pense qu'effectivement c'est une réflexion qui est hyper importante. Rémi ? Oui, merci. Bonjour, je suis Rémi Osterman, donc moi je représente KNX France, qui est la représentation nationale de l'organisation KNX au niveau mondial. Alors 2 mots sur KNX, hein, c'est une solution globale, standardisée et normalisée au niveau mondial pour la gestion technique des bâtiments. Alors KNX France, c'est très simple, hein, en fait on est une association regroupant différents membres qui viennent de différents horizons, donc on a des fabricants évidemment, et des distributeurs qui fournissent des offres et des solutions. On a tout un réseau de centres de formation, d'universités qui apportent de la compétence et qui permettent d'accompagner les filières à se développer, à s'éduquer. Et on a également tout un réseau d'intégrateurs en proximité dans toutes les régions de France qui viennent donc apporter des services avant, pendant et tout au long de du cycle de vie du bâtiment. Alors si on revient sur le sujet du jour et la salle de réunion, par contre, c'est extrêmement important parce que la salle de réunion, c'est un endroit où les gens travaillent ensemble. Qu'est-ce qu'on fait avec KNX ? On aide ces gens-là à travailler de manière efficace. Et comment ? Tout simplement en gérant les équipements. Donc on gère les équipements. Historiquement, KNX est très très bon sur les domaines de l'éclairage, du chauffage, de la climatisation, de la ventilation. Et typiquement, dans une salle de réunion, on vient piloter, contrôler ces équipements et les monitorer. Mais aussi pour donner de la donnée à l'exploitant pour optimiser ces espaces. Parce que finalement, quand on travaille dans une salle de réunion, on a besoin d'être bien, d'être concentré et d'être efficace ensemble. Donc, c'est, si on rentre dans le détail, la gestion de l'éclairage, avec une gestion d'éclairage constant, avec une gestion d'éclairage dynamique, de blanc dynamique, mais on vient aussi gérer le chauffage, avoir la bonne température, avoir la bonne qualité d'air, et ça au travers de différents capteurs. Donc KNX, c'est des capteurs dans le bâtiment qui délivrent de la donnée pour piloter les équipements, simplement pour rendre les gens efficaces, concentrés et bien dans leur bâtiment. C'est tout simple, mais c'est aussi surtout de donner les moyens à l'exploitant d'avoir des tableaux de bord et de suivi de son bâtiment ou de sa salle de réunion. Comment elle est exploitée, quand est-ce qu'elle est exploitée, combien de personnes l'occupent, et pour optimiser les espaces. Voilà. Donc KNX, c'est tout simple, c'est un environnement qui couvre différents domaines et qui permet d'intégrer également les domaines de l'audio-vidéo par des interfaces, donc pour pouvoir avoir un système unique. Il n'est pas question de donner à un exploitant, à des usagers, des interfaces différentes pour chaque domaine, pour chaque usage. Donc c'est aussi ça, KNX, c'est de rassembler des domaines qui ne sont pas natifs KNX, mais par des interfaces sur des interfaces ou des passerelles pour avoir des interfaces clients uniques. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que peut apporter KNX en termes de modularité, recloisonnement, parce que là on a parlé de technologie audio-vidéo, où ces questions-là se posent souvent d'avoir un écran, 2 écrans, mais c'est presque natif on voit beaucoup aujourd'hui finalement qu'on se retrouve avec une grande salle de réunion, et puis finalement grâce au capteur, on n'utilise que la moitié, pourquoi pas en faire 2 ? Quelles sont les possibilités techniques offertes par KNX sur ce genre de... Ça, c'est typiquement le métier de nos intégrateurs, de comprendre le besoin, et si besoin de recloisonnement ou de séparation, de mettre les bons capteurs avec les bons scénarios pour pouvoir
regrouper les éclairages dans un aubaine, dans un espace ou dans un autre, ou du recloisonner, hein, donc on appelle ça le recloisonnement dynamique. Donc ça se fait assez facilement. C'est le métier de nos intégrateurs de prendre en compte les espaces et de mettre les bonnes architectures en place sur l'éclairage numérique, hein, donc en DALI, mais aussi sur les équipements terminaux qui peuvent être bien dimensionnés au départ pour pouvoir être séparés. Vincent, la vision intégrateur de cette problématique. Déjà, merci pour l'invitation. Je suis effectivement Vincent Prémel, je représente la société AV Connexion, qui est une société de 4 personnes. Nous ne sommes pas tout à fait intégrateurs audiovisuels, on fournit des services pour les intégrateurs audiovisuels. Notre différence, c'est qu'on ne vend pas de matériel. On va fournir de la prestation intellectuelle. Nous connaissons bien les produits Lightware, Crestron et KNX. Ça fait partie des équipements qu'on travaille au quotidien. Et puis, je vais un peu casser les paroles idylliques de nos convives. Non, c'est vrai que la vie de l'intégrateur est un peu différente de la vie d'un constructeur qui va prêcher pour sa paroisse. Tous ces constructeurs ici, alors que ce soit KNX, qui est des centaines de constructeurs, que ce soit Lightware, que ce soit Crestron, qui ont tous des produits qui sont excellents, ces produits correspondent toujours à un cas d'usage qu'en réalité on ne retrouve jamais au quotidien. C'est-à-dire qu'on va toujours avoir quelque chose en plus. On va mettre un Taurus UCX de chez Lightware et on va avoir du KNX, mais comment on intègre les deux? On va avoir un système NVX de chez Crestron, mais à un moment donné, on a un bout de SDVE, comment on va faire pour intégrer les deux? Voilà, donc nous, notre métier... SDVE, parce que je pense que... SDVE, c'est une norme de vidéo sur IP. Voilà, qui est une norme standardisée qui commence à arriver dans les grandes institutions. Mais en tout cas, voilà, ça fait partie des choses que nous, on doit maîtriser, c'est-à-dire connaître différents équipements, différents protocoles. Et le but, c'est de réussir à construire quelque chose de cohérent pour l'utilisateur final. Ça va passer par différentes solutions. C'est souvent de la programmation. Une grande partie de notre activité, c'est du logiciel. Que ce soit sur des plateformes embarquées comme Crestron, que ce soit en KNX, que ce soit avec des plateformes un peu plus légères. Voilà, on est en train on pourra en parler un petit peu après sur les langages de programmation. Ça, c'est le tour au deuxième tour. Mais disons que voilà, notre réalité, c'est d'essayer de faire parler ensemble des équipements qui n'ont pas forcément été conçus pour fonctionner ensemble. La plupart des équipements que nous avons aujourd'hui, que ce soit KNX, Crestron, Lightware, pour ne citer que, sont des produits qui sont ouverts et qui sont capables de se connecter à d'autres équipements. Encore faut-il comprendre chacun des équipements pour pouvoir les connecter ensemble. Voilà. Et ça, c'est vraiment notre métier, notre valeur ajoutée. Et tout au bout de la chaîne, j'ai envie de dire, on a l'utilisateur final. Et là, l'utilisateur final, c'est souvent celui qui est oublié par les bureaux d'études, par les intégrateurs, par les constructeurs, et qui se retrouve perplexe devant une interface, devant un système de contrôle qui ne va pas forcément maîtriser, qui ne va pas forcément comprendre. Pour donner juste une anecdote, une fois je suis allé dans une salle de réunion, et salle de réunion c'est là où je passe la majorité de mon temps quand je ne suis pas chez moi. Une anecdote où je vais chez une cliente et on se retrouve avec une dame qui nous fait une projection et qui, ne sachant pas allumer le vidéoprojecteur, monte sur la table pour l'allumer. Voilà. Et donc là, on s'est dit, on va aider cette dame, on va lui proposer quelque chose pour que ce soit plus simple. Toutes ces considérations-là nous ont amené à nous interroger aussi sur la partie donc, interface finale et commencer un travail dans l'UX design pour faire des interfaces qui soient simples à utiliser pour les utilisateurs finaux. Et je peux vous dire que tout ce que je croyais savoir en tant que technicien, en tant que développeur est faux. Voilà. J'ai travaillé avec une UX designer avec qui je travaille encore sur certains sujets. Et en fait, le moindre mot, la moindre icône doit être travaillé, doit être conçu. Ouais. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert les 2 dernières années. Et j'espère qu'on pourra en parler un petit peu. Plus que derrière la programmation et la connexion des équipes. Donc, si je récapitule un petit peu, il y a vraiment dans ce point de vue-là le fait de dire que oui, il y a des solutions qui sont top, mais il y a des besoins finaux d'utilisateurs qui sont encore trop souvent mal compris, mal intégrés, et un vrai métier de l'intégrateur qui est de faire en sorte qu'on ait un ensemble cohérent. Alors,
besoin mal compris, pas forcément mal compris, peut-être parfois pas anticipé. C'est-à-dire que vous allez arriver à la fin et puis vous avez l'administrateur réseau qui va vous dire attends, mais ça ne peut pas marcher comme ça ton truc. Et il arrive tout à la fin du projet. Mais non, mais t'as pas le droit de connecter ça comme ça. J'ai pas le droit de faire passer ce flux-là et ce flux-là sur le même réseau. Il faut que j'ai 2 réseaux séparés. Donc là, il va me falloir un équipement qui a plusieurs pattes réseau étanches. Non, ton équipement là, tu peux pas le laisser en protocole ouvert, il va falloir que tu cryptes les communications. Donc il va falloir qu'on intègre une encryption sur la connexion entre l'écran tactile et le contrôleur, par exemple. C'est même de toute façon un peu la conclusion de la conférence et la notion de cybersécurité, on y viendra. Ce qu'on s'est dit aussi, c'est que la salle de réunion, elle est technique, elle est communicante sur un tas d'éléments. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle ou pas? Est-ce que les appareils sont fonctionnels ou pas? Et donc on comprend que la salle de réunion, elle s'intègre dans un élément plus grand qui est le bâtiment lui-même, le smart building, et même parfois un patrimoine complet, comme tu le disais, parce qu'il y a plusieurs sites sur lesquels on va faire remonter et agréger de la donnée. Comment on peut arriver en tant que fabricant ou porteur de solutions, c'était un petit peu ce qui était évoqué là, à faciliter le boulot de l'intégrateur via des API ouvertes, via des protocoles standardisés, comment ça se passe chez vous? C'est la base, les API sont ouvertes. Si on n'a pas la possibilité de laisser d'autres produits nous parler, on ne peut rien faire. On n'est pas tout seul, on est toujours plus fort à plusieurs que tout seul. Ça, c'est très important. Je te rejoins complètement. Par contre, c'est comment on se parle. C'est bien d'avoir l'alphabet, c'est bien d'avoir des mots, c'est comment on fait la phrase ensemble. Et le problème de l'ensemble de la profession, tous autant qu'on est, c'est qu'on arrive à se parler, mais on ne parle pas le même langage tout le temps. Donc ça, c'est un point important. Donc il faut déjà au moins harmoniser ça. D'accord? Donc les codes doivent être ouverts. La logique, parce qu'on est dans les boîtes d'ingénieurs à la base, souvent l'ingénieur qui fait son code, qui le fait pour lui, sans se préoccuper des incidences que ça peut avoir pour la suite. Et on va retrouver sur des gammes de produits différents. Bon, avant d'être chez Lightwave, chez un autre fabricant, on avait exactement les mêmes problématiques. Et on n'arrive pas à dupliquer, ça paraît tout bête, mais si on fait un développement pour une grille de commutation, que la grille de commutation évolue sur un autre modèle, je suis sûr qu'on l'a tous vécu, le code n'est pas exactement le même. Déjà, à nous, fabricants, de nous remettre en cause. Ça, c'est le premier point. Et d'aider nos partenaires qui sont les intégrateurs qui eux, vont se casser la tête pour développer les choses. Ça, c'est le premier point sur la partie contrôle. Sur la partie remontée d'informations, on a également une autre problématique qui est qu'on est associé de plus en plus à des systèmes de visioconférence. D'accord? Et on a besoin, et l'utilisateur final a besoin également, au niveau du système de visioconférence, ça devient quand même assez complexe l'histoire, d'avoir des informations sur est-ce que ma salle fonctionne, comment elle fonctionne, est-ce qu'elle est active, non active. Donc il faut que ça parle sur l'ensemble du bâtiment pour que l'administrateur voit dans les remontées de data si ces salles sont occupées ou pas et si elles sont fonctionnelles à 20%, 30%, 50%, 100%. Avant de venir ici, j'étais dans un grand groupe client final parce qu'on évangélise aussi auprès des clients finaux pour avoir les remontées d'infos. On ne fera en aucun cas le travail des intégrateurs, ce n'est pas notre objectif, mais en tant que fabricant, on a une responsabilité de dire c'est quoi votre demande, c'est quoi votre usage. C'est pour ça que j'ai commencé tout à l'heure en introduction. Quel est l'usage du client, quelle est la demande du client pour essayer de comprendre et nous adapter, nous remettre en cause en tant que fabricant, ça c'est important. Et le client disait on a un bâtiment magnifique, on a fait des salles magnifiques, personne n'est dedans. Pour un truc tout bête, c'est que les salles sont trop loin par rapport au 5e étage de la direction. Ça n'a pas été pris en cause. Alors, par contre, la salle est super. Et les personnes, quand elles viennent au bureau, comme tu disais justement tout à l'heure, elles viennent 2-3 jours par semaine, elles font une partie télétravail, une partie en présentiel. Elles préfèrent être dans une salle de 3-4 personnes. Les grosses salles avec beaucoup de personnes, c'est de moins en moins utilisé. Donc ça, pour l'administrateur, juste pour conclure, pour l'administrateur, c'est très important dans son parc de salles, pour justifier le fait peut-être de réinvestir sur d'autres salles, que déjà les salles déjà équipées soient dans le bâtiment, soient déjà utilisées. Oui, mais c'est tout à fait juste. Je voudrais dire sur ce que disait justement Vincent. Bien évidemment que les produits des constructeurs, et notamment les produits Creston, et je dirais même surtout les produits Creston, n'ont que moitié de valeur quand ils sont vendus. L'autre moitié, c'est l'intégrateur qui l'a. Et c'est d'ailleurs pour ça, et je pense que c'est le cas de la plupart des constructeurs dans le monde de l'audiovisuel, ne vendent jamais directement aux clients finaux. À la différence peut-être de produits très IT ou réseau type Switch ou borne Wi-Fi, parce qu'on veut toujours passer au travers de l'intégrateur qui est là en tant que chef d'orchestre déjà pour
administrer et cadrer un peu tous les constructeurs pour être sûr que, en termes techniques, technologiques, produits, électroniques, ça correspond bien à la demande, hein, le nombre de câbles HDMI, les passages, le réseau, les choses comme ça, mais aussi après sur l'ergonomie, la manière dont ce sera programmé. L'intérêt de partir sur une solution domotisée, même si le mot correspond plus au résidentiel, mais on l'apporte pour le tertiaire, de l'automation, c'est aussi que le produit n'est pas figé dans le temps. Comme on le disait tout à l'heure, pour le KNX, l'idée c'est de dire on fait une installation de base, mais on n'est plus figé par où le câble passe. Quand on voulait contrôler une lumière jusque maintenant, on avait l'interrupteur, le fil de la lampe. Maintenant, c'est plus le cas en KNX, là aussi on correspond avec d'autres solutions, c'est que les produits en fait sont modulaires, et il suffit de reprogrammer pour refaire des associations. Et on a la même chose dans l'audiovisuel. Donc même si une expérience n'est pas bonne dès le début, ou ne l'est plus, parce qu'après un certain temps, les usages ont évolué, on peut revoir avec l'intégrateur pour revoir une prestation, rafraîchir l'interface, la rendre plus simple, l'actualiser pour être sûr qu'elle corresponde aux nouveaux besoins. Et c'est tout l'intérêt d'investir dès le début dans une solution de contrôle. Sur la partie supervision, intégration, un environnement un peu plus large, pour répondre à votre question, on a effectivement, comme pour Lightware, des API qui sont ouverts pour être intégrés. Et on travaille de pair beaucoup avec, notamment pour l'hôtellerie, les solutions PMS de réservation des chambres, mais aussi des espaces. Et puis pour les solutions de salle de réunion, des solutions type Sharing Cloud, un CTO, tout ce genre de solutions de flex office, de gestion bâtimentaire en termes de réservation. Et c'est important parce que, notamment en termes d'usage, ça permet de créer des scénarios du type la salle est réservée, on va préparer la salle avant. L'allumer, actualiser le chauffage du mode éco au mode confort, par exemple, ce genre de choses-là, ou carrément arrêter une salle dans la journée s'il n'y a pas d'autres réunions prévues pour le reste. Et on sait faire ça, notamment avec Sharing Cloud, on l'a fait sur un beau bâtiment à Paris, à la taille du bâtiment entier. Où typiquement, si il est prévu demain tant d'utilisateurs, d'employés dans le bâtiment, il n'est pas question de les éparpiller partout, mais de les mettre peut-être juste sur certains étages et de mettre en mode éco certains étages, que ce soit au niveau des bureaux, mais au niveau des salles de réunion aussi. Ça ne sert à rien de tout chauffer, d'allumer tous les écrans et de tout démarrer si finalement demain il n'y a que tant d'employés dans le bureau. Et donc ça c'est important pour la partie déjà usage dans la journée, et c'est important pour l'IT, comme tu le disais, en termes d'analytique, pour récupérer déjà s'il y a des défauts et intervenir avant que l'utilisateur le remarque, et puis aussi revoir régulièrement les salles, est-ce qu'elles sont bien utilisées et est-ce qu'elles sont bien équipées. Parce qu'on part quand on décrit un projet à l'instant T, il sera déployé dans 2 ans, les usages auront changé. Si on a déployé 30% de petites salles, 30% de salles moyennes, 30% de grandes salles, on a mis des visios que dans les salles moyennes, pas dans les petites, ça ne justifiait pas, etc., etc. Les usages vont changer en 2 ans, et puis sur le moment, on se sera peut-être trompé. Et donc cette analytique permet de revoir régulièrement, est-ce qu'on met plus de petites salles, plus de moyennes salles, est-ce que les petites salles sont beaucoup utilisées, mais on n'utilise jamais la visio. Ça ne sert à rien de réinvestir dans de la visio. Et toute cette notion... Et comme tu disais juste avant, il y a cette capacité à être flexible et à modifier facilement les choses. Exactement, en s'assurant qu'à chaque fois, on ait la même homogénéité pour l'utilisateur et l'administrateur en termes d'utilisation de la salle et en termes d'administration de la salle. Et donc là, on a bien entendu qu'il y a vraiment une prise de conscience de l'importance de communiquer avec d'autres choses, de s'intégrer dans quelque chose de plus grand, et puis pas forcément à l'échelle du bâtiment, mais parfois à l'échelle d'informations qui vont venir de cloud, de certaines informations. Et donc il y a chez vous la possibilité d'interagir avec les équipements à travers des API, donc des connecteurs, pour travailler sur vos produits et inversement pour que vos produits puissent communiquer avec d'autres systèmes. En fait. C'est là que ça devient amusant, c'est que nos produits, que ce soit la petite matrice HDMI, l'écran tactile, l'automate, a son API pour être intégré dans une solution plus grande que ce que nous on fait. Souvent ce qu'on appelle les Building Operating Systems, type Synapcom, ce genre de faiseurs-là, ou NG aussi fait des solutions de gestion bâtimentaire. Ça va jusqu'à la réservation du parking qui va s'ouvrir automatiquement quand la voiture s'avance, à prévenir l'intendance, demain il y aura tant de personnes dans le bâtiment, et à nous prévenir pour l'audiovisuel de qu'est-ce qu'il sera fait dans les salles ce jour-ci. Donc ces API-là, on va piloter le produit lui-même, mais aussi notre automate, qui est un petit peu, en fonction de la programmation qui a été faite par l'intégrateur, l'administrateur des produits audiovisuels installés dans la salle, mais aussi notre solution de monitoring cloud,
on a deux, on a une solution locale ou cloud en fonction des besoins clients, plus ou moins de sécurité, plus ou moins d'agilité. Et ces solutions-là ont aussi un API. Donc on peut questionner en fait à tous les niveaux, à toutes les couches, toutes les strates du système, les produits, nos solutions, pour pouvoir les intégrer dans quelque chose de plus large. Et elles sont, par exemple, cet automate aussi en mesure d'aller interagir avec des API à l'extérieur pour aller chercher de l'info ou pour... Oui, au contrôler. Typiquement, on parlait du KNX. Dans un espace de réunion, on peut avoir nos produits de gestion d'éclairage, mais c'est plus rare. Généralement, on va s'interfacer avec du KNX pour l'éclairage ou du BACnet pour la partie chauffage. Cette solution-là est gérée par la partie bâtimentaire, mais c'est intéressant de le rajouter dans la brique audiovisuelle pour interagir automatiquement dessus, comme je disais, démarrer le chauffage, éteindre les éclairages pour éviter un contre-jour lors d'une visio, par exemple, ce genre de choses-là, ou même juste rajouter sur l'écran tactile le fait de pouvoir contrôler ses éclairages ou son chauffage pour l'utilisateur. Ça rajoute un peu plus d'interactivité, un peu plus de luxe, ça participe à motiver les utilisateurs à revenir au bureau, à utiliser les salles aussi. Moi, j'aimerais revenir sur ce qui a été dit, parce qu'effectivement, il y a le monde idyllique et ce qu'on dit, ce qu'on aimerait tous, et ce qui ne marche pas toujours, et il y a la vraie vie des intégrateurs, et on le sait bien dans KNX France, parce qu'on a un réseau d'intégrateurs intégrés dans KNX France, donc composé de 40-45 experts sur la France. Donc on sait bien de quoi on parle, parce qu'on est sur ce domaine de l'intégration depuis très longtemps, et on n'est plus au stade de dire bon, on va faire des produits techniques pour faire des produits techniques. On est bien à l'écoute quand même des clients finaux, on est bien à l'écoute des besoins, et les 500 fabricants qui développent des produits mettent à disposition des produits sur le marché pour répondre à des besoins. Première chose. Deuxième chose, on a besoin d'éduquer la filière. Donc on a nos centres de formation, on a les écoles, les universités qui dispensent des formations. Et c'est extrêmement important si on veut délivrer des garanties au client final, parce que le client final, c'est lui qui achète, c'est lui qui investit, et c'est à lui qu'on doit donner un équipement performant, durable et sécurisé. On en reparlera sûrement. Donc ça, c'est très important. Donc ce que je voulais dire, c'est que la vraie vie, c'est ça, effectivement, des systèmes qui cohabitent, et on a cette énorme chance d'avoir KNX au niveau mondial et au niveau français, qui se développe très fortement et qui donne ces garanties parce que les fabricants proposent tous des produits certifiés et interopérables par certification. Donc on simplifie le travail, on simplifie la sémantique, on simplifie le langage, et on a un outil qui vient faire en sorte que les intégrateurs accèdent à des systèmes beaucoup plus simples, plus efficaces, et donc plus faciles à déployer et à faire évoluer. Alors ça, c'est extrêmement important, ce qui n'empêche de travailler avec des API ouvertes. Et les derniers développements de KNX tournent autour de cette nouvelle norme KNX, que l'on appelle KNX IoT. Donc regardez ce qui se passe, parce que KNX existe depuis 30 ans, c'est une vraie force, avec des bases et des fondamentaux très robustes. Et ce qui arrive maintenant, c'est KNX IoT. Donc c'est des produits IPv6, c'est des serveurs IoT qui permettent de communiquer simplement et de manière standardisée et certifiée avec des systèmes tiers. Donc ça, c'est aussi l'avenir du bâtiment tertiaire, du smart building, avec des systèmes interopérables et évolutifs par certification. C'est extrêmement important pour simplifier la vie des intégrateurs, pour qu'ils soient plus efficaces et qu'on puisse donner des garanties aux clients finaux. Parce que le client final, il occupe le bâtiment et il l'exploite, tout simplement. C'est intéressant ce qu'on entend là, parce que là, on a vraiment un retour de constructeurs qui dit OK, il faut qu'on soit ouvert, il faut qu'on communique avec le reste, parce qu'on a compris et qu'on ne peut pas être tout seul. Et quelque chose d'encore plus intéressant, c'est KNX qui a toujours été dans une philosophie multimétier qui devait parler à l'éclairage, au chauffage, au contrôle des stores, mais qui restait sur une modalité de communication très, très bâtiment, a pris conscience, si je comprends bien, du côté IoT. Alors IoT, ça veut tout dire et rien dire, mais cette dimension d'interagir avec le web, en fait, finalement, de pouvoir créer une application sur son smartphone, de pouvoir intégrer une solution KNX dans quelque chose de plus fonctionnel, c'est ça dont on passe simplement d'un bus filaire qui existe depuis 30 ans et qui fonctionne très 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 bien, qu'on implémente facilement dans les bâtiments, sur des technologies wireless et sur des technologies IP, tout simplement. Donc on suit l'évolution, KNX c'est un vieux protocole, mais qui fait ses preuves, mais qui évolue au fur et à mesure, et qui va continuer d'évoluer en intégrant effectivement cette nouvelle technologie sur IP. Donc c'est extrêmement positif. Je vais être encore le pompier de service ou le pyromane de service.
déjà, ce que je dois dire, c'est que les 3 constructeurs qui sont avec nous, enfin KNX qui est une organisation, mais c'est pas un constructeur. Oui, non, on est d'accord, mais c'est tout un écosystème. Mais non, mais c'est bien de le dire. Après, KNX, les gens voient ça comme une norme je suis moi-même KNX partner, et donc c'est quelque chose que j'exploite, que j'utilise au quotidien, bien que je ne fasse pas de mise en route KNX. Par contre, je connais bien Lightware et je connais encore mieux Crestron. Et je dois dire que tous les constructeurs et l'association KNX ont fait ce qu'il fallait pour rendre leurs produits interopérables. Et ça, c'est tout à fait vrai. La réalité de l'intégrateur sur le terrain, c'est que on va en fait être confronté aux choses qui n'ont pas été prévues par les constructeurs. On va être confronté à la salle de réunion modulable. Là, je suis en train de travailler sur un projet, j'ai une salle de réunion qui va être modulable en 6 espaces avec autant de possibilités que ça. On va être confronté au fait d'arriver sur un bâtiment fini, l'eau éclairage est déjà passé un an avant, puis on vous demande de reprendre la partie contrôle de la lumière et contrôle des stores en KNX. Super. Comment je récupère le projet KNX? Chez qui il est? On a encore trop d'intégrateurs qui soit ne les stockent pas, soit n'ont pas de politique claire de gestion des codes sources et de programmation. Quand on récupère un programme, est-ce qu'on a le bon? Est-ce qu'on a la dernière version? Et si on doit faire une modification, qui est responsable? Voilà. Donc ça c'est nos réalités. C'est facile, par exemple, sur des produits comme Crestron, de savoir si on a le dernier programme. Parce que vous connectez un automate Crestron et vous savez quand il a été compilé, quand il a été chargé. Et vous pouvez comparer avec ce qu'on vous donne. Et moi, ça m'arrive régulièrement de réintervenir derrière d'autres intégrateurs. On me donne un programme Crestron, t'inquiète, j'ai le programme. Voilà, je regarde, et puis il y a 3 jours de différence entre les dates de compilation. Voilà. Donc qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Est-ce que je tente, avec cette version-là du programme, sans savoir s'il y avait des modifications qui ont été faites dedans et qui vont potentiellement impacter quelque chose? Et c'est encore pire quand on intervient sur un système KNX qui souvent intègre un bâtiment complet, alors que moi j'ai une salle de réunion à piloter. Donc ça va être 3 zones de lumière, 2 stores et peut-être un écran motorisé pour un projecteur. Mais est-ce que moi je prends la responsabilité aujourd'hui de modifier un projet ETS sans savoir si j'ai vraiment le bon et sans savoir si je ne vais pas introduire une problématique quelque part? Voilà. La semaine dernière, j'étais sur un cas comme ça et j'avais un contacteur KNX pour une raison que j'ignore. L'intégrateur a mis normalement fermé la sortie du contacteur. Voilà. Ça c'est quelque chose. Je voulais juste encore redire quelque chose sur la partie utilisateur. J'entends bien que tout le monde écoute les utilisateurs, mais en fait on n'écoute pas les utilisateurs finaux. On écoute les facility managers, on écoute les gens de l'IT, c'est ceux qui ont une voix dans les grandes entreprises et dans les grandes organisations. On n'écoute pas les utilisateurs finaux. Et souvent, moi je suis confronté à des utilisateurs finaux qui me disent j'ai peur d'utiliser le système, parce que j'ai peur de faire une bêtise en appuyant sur un bouton ou en appuyant sur le mauvais bouton. Et je peux vous assurer que quand on fait le travail que je fais, c'est-à-dire que je dois fournir quelque chose de fonctionnel à des gens qui vont l'utiliser sur une base quotidienne, c'est compliqué d'entendre que quelqu'un vous dise ce que vous avez fait me fait peur. Parce que j'ai trop de boutons, j'ai trop de fonctions. Voilà. Et donc effectivement, on rejoint là-dessus avec Dominique et avec Crestron également, mais Crestron permettant de faire tellement de choses, les gens se sont habitués à ce qu'on leur fasse faire tout. Mais des fois, je pense que less is more. Tout à fait. Et moins on met de solutions, moins on met de stress dans les utilisateurs, plus on simplifie les interfaces, quitte à enlever des fonctionnalités. Ouais. Quitte à enlever des fonctionnalités. Quitte à enlever les interfaces. Quitte à enlever... Alors, non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Là-dessus, je suis pas d'accord parce qu'en fait, les interfaces rassurent les clients. Des boutons en écran tactile, ça rassure les clients parce que ça leur donne un feedback. Une salle qui n'aurait aucun feedback, juste un câble, branche-toi, ça va démarrer tout seul, les gens sont perdus. Mais là, n'empêche pas l'autre. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas obligé d'attendre qu'il utilise l'interface pour démarrer sur une détection. Non, bien entendu. La connexion d'un câble, sur le fait que la salle a été réservée pour préparer la salle. Et effectivement, l'écran ou le clavier à boutons... on peut faire ça, mais c'est vrai qu'il y a quelques temps, ou quelques années, on avait des intégrateurs qui proposaient des systèmes sans interface. Vous branchez votre câble, le projecteur va démarrer, l'écran va descendre, et puis la projection va démarrer toute seule. En fait, ça perd les utilisateurs, parce qu'ils cherchent une interface de contrôle, ils cherchent une télécommande, ils cherchent un clavier, ils cherchent un écran tactile pour faire quelque chose. Et donc il faut garder de l'interface, et ça c'est ce que j'ai appris des travaux que j'ai fait sur le 8, il faut garder de l'interface pour donner un feedback et rassurer l'utilisateur. Mais il ne faut pas des interfaces avec 3000 boutons. On a entendu vraiment beaucoup de choses en une intervention, c'est chouette. Alors la dimension limite de responsabilité et cybersécurité, ça va même faire l'objet de notre dernier tour de parole.
On a aussi entendu là quelque chose de très intéressant, c'est que l'intégrateur il intervient tard, parfois quand les autres lots ont déjà agi, et que c'est ça qui fait une partie de la complexité du métier. Je ne sais pas s'il y a dans la salle des gens qui sont plutôt sur la partie maîtrise d'œuvre, architecture ou BE, mais il faut vraiment, on y travaille tous, hein, je pense, à amener une prise de conscience que le besoin de l'utilisateur, les besoins, le pourquoi on fait les choses en fait, doit arriver tôt sur les projets, et que l'expérience et l'expertise de gens qui sont capables de concevoir des choses qui communiquent tout ensemble doit arriver beaucoup plus tôt sur les projets qui sont encore assez silotés, les LEC, le CBC, et que c'est en se faisant accompagner qu'on va faciliter la vie des intégrateurs et qu'on va avoir un retour encore plus positif des utilisateurs finaux, mais même des maîtres d'œuvre ou des exploitants qui vont avoir un retour économique sur la question. Et donc c'était important de le soulever, je ne sais pas s'il y en a parmi vous, mais ça commence un petit peu, on commence à le voir, des métiers comme celui de Synaptic, mais d'autres, de réussir à faire dès le début la bonne trajectoire technologique, les bons choix pour s'éviter ce genre de désagrément. On arrive toujours à faire quelque chose qui fonctionne au final. Voilà. Mais c'est vrai que, si je peux rebondir sur cette intervention, l'audiovisuel était un marché qui était, moi c'est mon métier de base, l'intégration audiovisuelle. On est arrivé au bâtiment parce qu'on nous a demandé de prendre le contrôle de certains équipements en KNX ou autre, hein. Ça peut être en Loanworks si on est un peu plus vieux, en BACnet, etc. On trouvait que c'était intéressant de conclure un petit peu là-dessus. On a parlé d'IoT, de connecter, de switch, de réseau. Aujourd'hui, quasiment tous les jours, on apprend dans les nouvelles sur LinkedIn ou dans le journal qu'il y a eu des cyberattaques, que telle grosse entreprise a vraiment une perte d'exploitation, tout est en panne, etc. Dans nos métiers, on touche à l'IT, on touche à la cyber, entre guillemets, et comme tu le disais, en plus, il y a une notion de limite de responsabilité. Qui est responsable du fait qu'il y ait eu une faille sur tel ou tel équipement? Qui est responsable en ayant juste modifié le système d'éclairage d'une pièce, du fait que le bâtiment ne fonctionne plus du tout, pas parce qu'il a fait une erreur, mais parce que ça a été mal conçu ou qu'il n'y avait pas ce projet au départ. Donc, un peu... Déjà, actuellement, on voit bien que tous les signaux, quels qu'ils soient, que ce soit audio, contrôle, distribution d'un signal d'un point A à un point B, passent par le réseau. Donc là, c'est déjà le premier point. Et passent par des switches, par la suite. Si vous voulez mettre sur un réseau un produit technique précis, si vous n'avez pas les prérequis de sécurité dans votre machine, pour sûr, le produit ne passera jamais l'étape du DSI ou du RSSI. Donc ça, on a l'obligation, nous, en tant que fabricants, sur des produits qui vont se connecter. On parlait de l'USB-C tout à l'heure, l'USB-C passe de l'Ethernet. C'est pas un câble simple. Potentiellement, on peut remonter et être piraté par simplement des petits câbles qui est anodin. Non, il n'est pas anodin parce qu'il passe de l'Ethernet. Donc on a l'obligation, nous, dans nos produits, d'avoir des firewalls intégrés, d'avoir les normes de certification. On a le 802.1.x qui est la base de certification qui va ouvrir des ports, les fermer, etc. Si vous n'avez pas ces prérequis et que vous ne mettez pas ça en avant auprès des DSI, des RSSI, vous ne pouvez pas déployer les produits. Et les intégrateurs ne pourront pas les présenter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens en face de vous qui sont sensibles et qui vous disent « Ok, nous, on a un cahier mais ils ne sont pas sensibles, ils ferment la porte, c'est tout. Si vous n'avez pas cette base de développement, vous pouvez faire le produit le plus fabuleux qui diffuse des signaux dans tous les sens. Si vous n'avez pas cette base de sécurité dans votre produit, vous ne pouvez pas le déployer. Donc le produit est mort-né, c'est tout simple. Et la notion de mise à jour, là on voit par exemple que les puces Apple M1, elles sont de fabrication avec des failles. Est-ce qu'il y a vraiment un suivi sur les produits parce que voilà, là on a un équipement qui passe les clous, mais il suffit qu'il y ait une exploitation d'une faille sur un équipement. Comment vous gérez ce genre de choses-là? Le quotidien d'un fabricant. Ce qui marchait le lundi ne marche plus le mercredi. Pourquoi? Voilà, donc ça veut dire que dans nos structures, au niveau du siège, on a des équipes dédiées qui vont tester, qui vont aller remonter l'information du terrain, parce que on ne le sait pas toujours. En règle générale, c'est a posteriori, c'est malheureusement pas a priori, c'est souvent a posteriori. Remonter l'information du terrain, un Mac, ça fonctionnait bien, ça fonctionnait plus, quelle est la problématique au niveau du SDCP, des protections, etc., etc. Et puis après, il faut avoir la possibilité de tester. Parce qu'on est dans un cercle vertueux et un cercle vicieux aussi. Le cercle vertueux, c'est qu'on se parle tous, on a tous les mêmes problématiques, et d'où le problème du client final tout à l'heure, c'est que si je ne prends pas en considération par un brainstorming l'usage du client, le produit ne sera jamais adapté, ça c'est le premier point. Mais surtout le cercle vicieux, c'est qu'on dépend de plein de périphériques qui sont autour. Et le client, lui, ne comprend pas. Je suis avec mon Mac dans ma salle, je me suis connecté, ça ne marche pas. Pourquoi? C'est le produit qui est au milieu, obligatoirement. Ça ne peut en aucun cas être Apple, ça ne pourrait en aucun cas être Microsoft, c'est que le produit. Donc voilà. Donc on a l'obligation, nous, de prendre les devants
D'où le fait de poker de plus en plus souvent. Moi, ça fait une trentaine d'années que je suis dans Expérimenter, on veut dire. Avant le POC, expérimenter, pardon, le proof of concept n'était pas une obligation. Maintenant, c'est obligatoire. Si vous voulez faire un déploiement correct par la suite, si vous ne pouvez pas expérimenter sur table avant, vous allez au mur. Et nous, en tant que fabricants, on favorise ça, c'est qu'on met à disposition des produits, on dit testez-les, jouez avec, regardez les limites du produit. Les mettre en situation réelle. Mettez-les en situation, et puis dites-nous, s'il manque quelque chose, ben oui, il manque quelque chose, non, oui, on peut le développer. Ouais, je te rejoins sur la partie proof of concept, c'est clairement devenu une étape incontournable aujourd'hui. D'ailleurs, dans tous les secteurs, même dans le résidentiel, l'hôtellerie, ça, tout le monde veut tester avant de valider. Et puis, je trouve que c'est bien normal parce que ça permet de lever beaucoup même de réserves. Ça permet de préparer aussi la partie déploiement, de commencer les tutoriels, ce qui va simplifier après tout le reste. Par contre, je suis au moins... j'ai l'impression que c'est moins simple sur la partie réseau. Est-ce que le produit est compatible ou ne l'est pas? Aujourd'hui, déjà, on retrouve deux grandes familles. Des fois, la partie réseau, donc ce qui est l'infrastructure aujourd'hui de tout. Je disais, avant, c'était que le contrôle, on pilotait les produits. Maintenant, on passe le contenu audio-vidéo au travers du réseau. Donc c'est devenu plus compliqué parce qu'avant, il y avait peu de soucis d'ingérence possible. Quelqu'un venait hacker, pour allumer le vidéoprojecteur, commuter de matrice, c'était pas très intéressant. Maintenant, c'est pour récupérer du contenu audio-vidéo qui pourrait être potentiellement confidentiel. Et donc, ce réseau-là, il est aujourd'hui soit aménagé par le client final, ce qu'on appelle du convergé, où en fait l'intégrateur va venir placer les équipements audiovisuels sur le réseau géré par le client. Ou alors, des fois, c'est l'intégrateur qui propose ce réseau-là. Et si vous voulez, il y a deux niveaux de responsabilité. Il y a la sécurité réseau et il y a la sécurité matérielle que l'on met sur le réseau. La sécurité réseau, ce n'est pas le fabricant qui en est responsable. C'est soit le client final, parce qu'on est dans un réseau convergé, soit l'intégrateur, si c'est lui qui a vendu la partie réseau. Par contre, après la partie matérielle, c'est-à-dire s'il y a une faille au niveau du produit, de notre automate, de notre écran tactile ou de notre boîtier encodeur vidéo, ça, on en est responsable. Donc il faut voir aussi en fonction des projets où on en est. Ce qu'on repérait qui est plus simple maintenant, c'était déjà pas mal de défauts de communication entre nous, même les fabricants, mais aussi les intégrateurs et les gens de l'IT. On n'avait pas le même langage. Avant, on parlait avec les services généraux, pas avec l'IT. On avait beaucoup moins ces notions réseau-là. Et on ne va pas se mentir, on a eu une phase assez compliquée pour réussir à parler le même langage, à s'entendre avec les gens de l'IT. On n'avait pas le même vocabulaire. Il fallait réussir à comprendre de quoi ils parlaient quand ils parlaient d'un masque de sous-réseau et de choses comme ça, et la manière de parler en termes de sécurité, de topologie et autres. Maintenant, c'est beaucoup mieux parce que les intégrateurs se sont beaucoup formés, les fabricants aussi d'ailleurs, le premier, sur les notions de réseau pour lesquelles on était beaucoup plus léger avant. Déjà, ça va un petit peu mieux sur cette partie-là. Mais sur la partie sécurité, c'est là où je ne te retrouve pas trop. Il est rare que l'on me dise voilà nos prérequis, vous y répondez ou pas. Malheureusement, c'est pas ça. Moi, rarement on me dit nous on veut absolument du 802.1x. C'est presque plus souvent l'inverse, où c'est nous ou l'intégrateur qui parfois même en argument commercial l'utilise auprès du client en disant les produits qu'on vous propose, vous nous en avez pas parlé, mais ils sont 802.1x. Peut-être que dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, quand vous vous serez fait hacker, vous en aurez besoin. Et là, vous vous poserez la question des matériaux que vous avez installés 5 ans avant. Est-ce qu'ils sont compatibles avec vos nouvelles normes de sécurité que vous voulez mettre en place? Pour faire un tout petit éclairage sur le 802.1x qui était dans une bouche, dans 2 bouches et qui le sera peut-être dans d'autres, c'est la capacité à un appareil de venir s'identifier sur le réseau, pas avec un mot de passe, pas avec une adresse MAC, mais vraiment avec un certificat. Et voilà, c'est moi, est-ce que je peux accéder à tel ou tel VLAN? Et ça prend toute son importance. Surtout que qui dit 802.1x dit après certificat SSL, etc. Et donc j'ai entendu là qu'il y a une vraie montée en compétences parce que le marché le demande, de rattraper finalement le train sur toute cette dimension sécurité réseau qui est cruciale aujourd'hui. Oui, tout à fait. Donc pour revenir aux 2 couches, avant d'accéder au produit, il faut accéder au réseau. Et donc là, c'est l'intégrateur ou le client final responsable de son réseau qui est responsable de potentielles failles de sécurité. Est-ce que j'accède au réseau ou pas? Une fois que j'ai accédé au réseau, là, il y a la possible faille de notre matériel. Et là-dessus, même si on est 802.1x, l'authentification activée par défaut, les données vidéo sont par défaut encryptées, parce que même si j'y accède, je n'ai pas la clé de sécurité que uniquement Creston connaît pour venir décoder l'image, la vidéo et l'audio. Donc on essaie de sécuriser au maximum. Cependant, si des grands sites gouvernementaux, la NASA et plein d'autres se font hacker, c'est aussi notre cas. Donc des failles de sécurité elles peuvent arriver. Et là, pour le coup, le contre-pied, c'est d'essayer d'être le plus transparent possible et de publier. C'est pour ça qu'on a toujours une page dédiée sur notre site qui est ouverte à tout le monde, aux clients finaux, aux intégrateurs, qui publie toutes les failles de sécurité que l'on pourrait trouver, quand est-ce qu'elles seront corrigées, comment elles seront corrigées. Et là, soit l'intégrateur vient appliquer la mise à jour,
soit s'il y a une mise à jour automatique qui ont été activée sur les produits à condition d'avoir Internet, elle s'applique toute seule. Donc voilà, ça ne peut pas être parfait, des failles de sécurité, il y en aura toujours. Par contre, l'idée, c'est de s'adapter au maximum et d'être le plus agile possible pour les corriger et communiquer à leur sujet. Ouais, ça a toute son importance. Et là, tu disais que bon, c'est l'intégrateur qui va proposer, etc., d'une mise à jour. On a eu, il y a 2-3 ans, une faille Log4Shell qui était un morceau de logiciel qui allait loguer tout dans l'appareil. Et c'était une faille massive. Il y a des fabricants comme Philips, par exemple, qui ont tout de suite sur leur petit serveur Command and Control publié, c'était 3 jours après presque. Et j'ai vu des fabricants qui ont mis presque 6 mois à dire ok, ben, on a un gros trou dans la raquette, il faut le faire. Donc je pense qu'effectivement, c'est important d'entendre que vous êtes sensible, mais aussi de créer ou de favoriser les canaux de communication qui disent attention, là il y a une mise à jour, il faut la faire, il n'y a pas le choix. Ouais. Même sur des projets qui ont 5, 10, 15, 20 ans pour... Oui, on veut toujours communiquer. Alors des fois, ce canal de communication, et puis cette page sur la partie sécurité ouverte à tout le monde, où il est toujours vers l'intégrateur. Comme on le disait, on ne vaut que la moitié de notre produit, l'autre moitié ça appartient à l'intégrateur, donc on reste toujours avec lui et généralement on communique auprès de lui s'il y a des mises à jour de sécurité majeure. Pareil, juste parenthèse, je pense que c'est quelque chose d'important à intégrer dans les contrats de maintenance. On parle souvent de nettoyage de filtres, de vérifier telle ou telle chose. Je pense qu'il y a un vrai enjeu aujourd'hui à intégrer la mise à jour et le suivi matériel, logiciel du matériel dans les contrats de maintenance. A fortiori, quand même du KNX commence à communiquer sur IP et va aujourd'hui contenir du logiciel qui peut être mis à jour. Je ne sais pas ce que tu en penses, Rémi. Ouais, alors si on parle de sécurité des réseaux, c'est une des préoccupations majeures de KNX. C'est un des développements qui est intégré déjà depuis quelques années. On parle là de KNX Secure. Donc KNX Secure, en fait, c'est une des réponses, parce que vous le savez sûrement, fin 2027, début 2028, va rentrer en vigueur ce qu'on appelle la Cyber Resilience Act, qui interdira à tout produit non certifié Secure, qui ne pourra pas prouver ses certificats Cyber Secure, d'être implémenté, mis en œuvre dans des bâtiments. Donc la réponse de KNX, elle est claire, elle est anticipée depuis quelques années, et aujourd'hui on est dans l'implémentation chez tous les constructeurs de transformer les gammes KNX en KNX Secure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement une encryptation, ISO 18030. Je dis chiffre au pif parce que je ne connais pas par cœur. Ça marche toujours. Mais ça marche toujours, ouais. Mais c'est effectivement une encryptation et une authentification par certification. Donc tous les produits KNX qui arrivent sur le marché aujourd'hui ont cette capacité à être intégrés avec une encryptation ou pas. Maintenant, de plus en plus, les intégrateurs, voilà, ils vont prendre ça en compte. Donc ça fait partie également des programmes de formation, et je le dis toujours parce que c'est la force de KNX, d'intégrer cette dimension secure de communication dans les programmes pour pouvoir dire aux intégrateurs, voilà comment que ça se passe, vous pouvez l'implémenter, et ça donne une garantie, encore une fois, au client final, de sécurité sur ces réseaux KNX, donc qu'ils soient en twist pair, donc en paire torsadée, pardon, en français, ou en IP, parce qu'une infrastructure KNX, c'est une topologie mixte sur IP, avec des backbones ou avec des zones en IP, paire torsadée ou sans fil. Donc tout l'écosystème de KNX est en train de migrer sur Secure, et c'est extrêmement important de le comprendre. Alors y compris les serveurs, les contrôleurs serveurs qui eux sont reliés à des clouds évidemment en VPN, donc on a des infrastructures complètes Secure. Ça c'est extrêmement important de le savoir, c'est fondamental, c'est un pilier de développement incontournable, et tous les produits ou protocoles qui ne seront pas prêts seront bannis du marché. Et on l'a entendu là juste avant, c'est un enjeu que le fabricant, l'association qui porte les choses, soit vraiment sensible à ça, mais on a entendu aussi que l'intégrateur c'était parfois même difficile pour les intégrateurs de maîtriser les concepts de l'informatique. Là on a un environnement de partenaires KNX qui ont été certifiés, formés pour valoriser leurs compétences. Comment on fait pour tirer aussi cette filière-là vers le haut et les armer pour être capable d'appréhender et d'utiliser cette couche d'encryption ou cette façon de travailler avec les produits? Ça fait partie des programmes de formation. C'est dans les programmes de formation basiques, advanced, tuto. Enfin, on a un parcours de formation qui est bien établi, qui est dispensé au niveau mondial, et que nous, on dispense dans les 30-40 centres de formation en France et dans les universités. Cette dimension, ce volet secure est bien expliqué et implémenté.
Ensuite, les fabricants qui mettent en place, qui distribuent leurs produits sur le marché français, eux aussi ont leur tuto, ont leur centre de formation qui dispense des formations produits dans lesquelles en fait on implémente cette notion de sécurité. Mais je parlais vraiment des intégrateurs qui ont été formés avant, là, parce que c'est un petit peu le principe. Ah, qui sont formés avant, ils suivent le mouvement, et c'est notre rôle de KNX France également de les documenter, de les accompagner, de leur faire des sessions. On a notre collège intégrateur qui est là aussi avec nos 40-45 intégrateurs locaux pour accompagner les filières localement, quoi. Un intégrateur qui n'est pas tous les jours dans KNX, ou un électricien ou un chauffagiste, on est aussi là pour les accompagner, hein, donc par des services, des prestations, et donc ce sont les experts qui prennent en compte, dès qu'on a des fonctions un peu avancées, qui prennent en compte cette dimension dans les bâtiments. Et je reviens sur cette notion de mise à jour firmware, notamment un logiciel. C'est aussi quelque chose qui est désormais complètement intégré dans KNX, donc avec l'outil qui s'appelle ETS, un outil commun que tout le monde utilise dans le monde entier. Cette mise à jour firmware ne se fait pas que sur les produits IP, mais aussi sur les produits en porteur salé. Donc cette mise à jour se fait maintenant nativement au travers du même outil que les gens utilisent depuis toujours pour implémenter un système de gestion du bâtiment, tertiaire ou résidentiel d'ailleurs, hein, avec KNX. Vincent, tu veux revenir un peu sur cette... La partie sécurité, c'est quelque chose qui est très important parce que c'est quelque chose sur lequel on bute, on va dire, tous les jours en tant qu'intégrateur. Alors historiquement, dans l'audiovisuel, il y avait la sécurité, c'était quelque chose qui n'existait pas. On avait un contrôleur qui était branché avec des liaisons RS-232, donc c'était presque de la perte torsadée comme le KNX, mais c'était vraiment de la liaison point à point. Les équipements avaient très peu de logiciels embarqués, voire pas du tout. C'était des équipements 100%. On va reparler des matrices VGA, ce genre de choses. Donc, c'était vraiment du 100% électronique. Il n'y avait rien à en faire. Il n'y avait même pas de microcontrôleur là-dedans, ou à peine. À l'orée des années 2000-2010, peut-être 2010, quand on a eu la transition, on a suivi dans notre métier une transition tout à la fois comment dire, de la HD et du numérique en même temps. C'était à l'orée des années 2008-2009, je pense. Et là, on s'est retrouvé avec des équipements qui avaient tous un logiciel embarqué incroyable. Donc on est passé de la matrice facile électronique à un équipement, je veux dire digital media, où on avait un firmware de 500 mégas dans l'équipement qu'il fallait mettre à jour, etc. Donc on a appris la mise à jour des logiciels de la façon la plus dure possible, la mise à jour des équipements. Ça a été globalement bien intégré, je pense, par les intégrateurs audiovisuels, parce qu'ils ont mis du coup dans leur devis, le temps de mise à jour des équipements. Et la sécurité était globalement traitée de la manière suivante, c'est-à-dire qu'on isolait le système. Il avait son propre réseau, il avait sa propre segmentation, il était connecté à rien. Au pire, il était connecté au bâtiment au KNX avec une passerelle. Mais bon, globalement, par une passerelle KNX IP, vous n'allez pas faire grand-chose à part allumer des lumières de manière intempestive, ce qui peut être compliqué à expliquer, mais voilà, on isolait les réseaux. Puis est arrivé tout un tas d'équipements de vidéoconférence. Il y a eu une faille majeure il y a une dizaine d'années qui était la faille OpenSSL, qui a affecté tous les équipements de vidéoconférence du marché. Et on a eu des clients, à l'époque, j'étais intégrateur, on a eu des clients qui ont été piratés par cette faille et qui ont vu des factures de téléphone exploser parce qu'à l'époque, on avait encore des vidéoconférences qui étaient branchées tout à la fois en IP et en RNIS. Donc RNIS, c'était Numéris pour les vieux qui s'en souviennent, qui étaient donc des lignes numériques téléphoniques, mais qui étaient facturées à la minute, à la donnée. Donc là, voilà, il y avait des gens des hackers qui utilisaient ça pour passer des coups de fil en Afrique. Voilà. Aujourd'hui, on se retrouve avec des produits qui, sortir de la boîte, ont tout un tas de certifications de sécurité, ont des mots de passe par défaut. Donc ça va souvent nous irriter, nous, en tant qu'intégrateurs, parce qu'on va devoir avoir une phase de mettre des mots de passe. Déjà, qu'est-ce qu'on va mettre comme bon mot de passe? C'est quoi un bon mot de passe? Si on met un mot de passe qui est différent pour chaque installation, est-ce qu'on va s'en souvenir? Si on va intervenir sur une installation KNX Secure, alors ça m'est jamais arrivé, mais ça va m'arriver. Ça va arriver. Ça va m'arriver. Je te confirme. Est-ce que j'ai les mots de passe pour accéder à cette installation? Quand on va se mettre sur un réseau informatique chez un client, effectivement, il faut qu'on ne monte pas de blanche, que les équipements soient sécurisés, mais en plus de ça, on a, nous, dans l'audiovisuel, des besoins en réseau qui sont différents de ceux des IT. Nous, on va plutôt parler de latence minimale, alors que les IT vont nous parler de bande passante, ce qui n'est pas la même chose. On s'en fout d'avoir 10 gigas de bande passante si on a un jitter pas possible et une
latence complexe. Et pour parler maintenant des produits qui sont sécurisés, parce que ça m'est arrivé encore il y a un mois et demi, avec un serveur de lumière Zumtobel, pour ne pas le citer, Lightcom, qui demande un certificat SSL pour s'y connecter. Moi j'avais un contrôleur, mais le Lightcom il refuse les certificats autosignés de mon contrôleur. C'est pas un contrôleur Crestron, c'était un confrère à vous, un concurrent à vous, mais voilà, donc j'ai le fabricant qui me dit, bah écoute, tiens, on a une connexion SSL qui est intégrée, tu peux l'utiliser dans ta programmation. Il va falloir que tu mettes un certificat dans le contrôleur. Donc on prend les contrôleurs du fabricant, on les met dedans et le Lightcom refuse la connexion parce que certificat auto-signé, je veux pas t'autoriser à te connecter à moi. Voilà. Et donc on n'a pas contrôlé la lumière parce qu'en fait on a eu à un moment donné deux équipements qui n'avaient pas des niveaux de sécurité équivalents. Et moi j'ai pas de solution en fait. J'ai pas de solution. C'est intéressant parce qu'on a entendu que globalement les fabricants bossent pour emmener une couche d'interactivité, de connectivité, bossent aussi pour ramener de la sécurité, qui fait que finalement si on fait pas des bancs d'essai, des conseils, on ne se rend pas compte des fois que la petite virgule... Il faut que tous les fabricants soient au même niveau. Et aujourd'hui ils ne le sont pas tous. C'est pour ça qu'on essaie d'avoir des interactions, typiquement dans le KNX, Crestron, on est partenaire, on sort une nouvelle passerelle, on a été plus ou moins imposé, et c'est tout à fait normal pour qu'elle soit KNX sécurisée. Donc quand dès le début on est dessiné, on prend du Crestron, du KNX, du Lightware, du Crestron, comme il y a des partenariats technologiques, même si des fois on est concurrents, il y a du recouvrement, il y a des partenariats technologiques, ça va bien. Malheureusement, on connaît vos contraintes, ou des fois vous êtes imposé à découvrir sur place. Tiens, on devait faire que l'audio vidéo, mais il faut intégrer la lumière qui a été fait par complètement autre chose et pour lequel il n'avait pas forcément été prévu de vérifier si cette collection était compatible. Bon, finalement, quand je vous écoute, j'entends les mêmes paroles que tous les intégrateurs que je côtoie depuis de nombreuses années. Et je me dis, vous êtes vraiment au centre du bâtiment, vous avez un rôle clé. Et on doit vous écouter et vous devez trouver votre place dans le bâtiment parce qu'on a une transformation qui s'opère dans les bâtiments, digital et énergétique, et vous êtes au cœur de tout ça. Donc c'est intéressant, vous avez des problématiques parce que l'histoire elle se fait au fur et à mesure, mais nous aussi, je parle au nom de tous les constructeurs, de tous les membres, mais des autres constructeurs, on avance et globalement on peut espérer quand même un monde c'est intéressant, très intéressant. L'image de pompier, tout à l'heure, je vais faire le pompier, puis Roman faire le pompier. C'est ce que tu dis là aussi. Il y a une énorme compétence chez les intégrateurs. On s'en rend compte que quand on entend finalement j'ai dû démerder ça et ça. Et il faut réussir, que ce soit par de l'évangélisation, comme vous avez dit, ou par du lobbying, à faire en sorte que les maîtres d'ouvrage et les porteurs de projets fassent appel à ces compétences le plus tôt possible sur les projets. Et c'est pas forcément plus coûteux parce qu'on se rend compte que finalement, au lieu de faire le pompier à la fin, de emmener le camion, etc., dès le début ça déroule, et avec justement ces interactions technologiques, avec ces notions de sécurité, c'est effectivement un constat qu'on fait tous, que quand ça arrive trop tard, finalement on se retrouve à dépatouiller des choses, alors que quand on arrive à intervenir dès le plus tôt possible, en tout cas sur les projets en amont, on arrive à placer les bonnes briques. C'est le rôle de l'AMO Smart. C'est ça. Il y a une autre problématique dont on n'a pas parlé, mais qui me vient à l'idée quand on en parle, c'est qu'aujourd'hui, les compétences des personnes se sont hyper spécialisées. Ouais. Et aujourd'hui, par exemple, dans l'audiovisuel, on commence à voir apparaître, déjà des bureaux d'études, ça fait une dizaine d'années qu'on commence à voir apparaître et sur le terrain, donc les clients finaux ont compris, les maîtres d'ouvrage ont compris qu'ils avaient besoin de compétences spécialisées en audiovisuel. Mais nous, on se rend compte que dans notre métier, on est 4 dans la société. Aujourd'hui, moi, je vais avoir, dans la société chez AV Connexion, je vais avoir une sensibilité vraiment Smart Building, KNX, bus de terrain, parce que c'est mon historique, et j'ai cette facilité-là. Un autre de mes collègues, il va être très IT, et lui, il va être capable de configurer des switches pour faire passer de la vie over IP. Donc vraiment, on a cette logique-là. Et puis, on a embauché 2 jeunes récemment, un qui va travailler sur la partie HTML5, et un autre qui travaille sur des langages ouverts qui sont le C#. Et donc, on se rend compte qu'on va tous avoir des spécialités très pointues. Et l'idée, c'est d'être capable de se parler, d'avoir collaboré. Voilà. Et ça, aujourd'hui, c'est, je pense, un des défis, un des enjeux de notre métier, c'est d'être capable d'avoir un niveau de compétence suffisant dans chacun des domaines pour que les lots arrivent à se parler. Dans le métier de l'intégration, mais du bâtiment en général.
Ouais. Mais moi je m'en rends vraiment compte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai un collègue qui fait du HTML5, je suis incapable de faire ce qu'il fait. Il fait des interfaces web pour des applications audiovisuelles. Moi, je suis incapable de faire ce qu'il fait. Je comprends globalement parce que je fais de la programmation, d'autres équipements. Mais voilà, je suis incapable de faire ce qu'il fait. Par contre, lui, il est incapable de se connecter à un bus de terrain et aller allumer des lumières. Mais il faut qu'on arrive à parler ensemble parce que son interface, elle va derrière piloter de la lumière et moi, je vais lui fournir la méthode pour s'y connecter. Et on se rend compte de ça. Et aujourd'hui, malheureusement, tout devenant de plus en plus complexe, il faut que les gens arrivent à se parler entre eux et un petit peu de recouvrement de compétences. Voilà. Ça c'est un sujet aujourd'hui qui est complexe. Merci. Il nous reste 5 minutes pour des questions, des réactions, des... Ouais, Arnaud Lescope, chef de projet chez Videlio. Et effectivement, on parlait de la partie maintenance et je pense que en fait, cette partie sécurité en fait, nous a amené en fait, avant, on faisait notre prestation, on signait notre PV de réception et en général, ça s'arrêtait là. Effectivement, maintenant, il faut vraiment accompagner le client, proposer des contrats de maintenance parce qu'en fait, cette partie sécurité, mise à jour de logiciel est devenue vraiment importante. Et je me souviens qu'à l'époque aussi, même nos techniciens de maintenance étaient frileux en fait, à mettre à jour les produits. Ils arrivaient dans une salle, donc voilà, ils nettoyaient, comme on disait, les filtres. Et ils se disaient, ouais, bon, la salle est fonctionnelle. En fait, non, je éviter de mettre à jour les produits parce que voilà, on ne sait jamais ce que ça va faire, quoi. Mais maintenant, effectivement, ça devient vraiment important au niveau sécurité de devoir mettre à jour les produits. Et d'accompagner le client, de proposer, et même nous de proposer des contrats de maintenance. Et de plus en plus, les clients nous demandent en fait des contrats de maintenance justement pour ce niveau de sécurité. Oui, puis c'est un vrai challenge parce que par rapport à ce que disait Vincent, comme tout se spécialise, quand on envoie quelqu'un pour une maintenance dans une salle, il y a la partie réseau, donc il faut faire peut-être appel au spécialiste réseau, l'autre audiovisuel, l'autre pour... peut-être le technicien pour les vidéoprojecteurs ou les télés, donc que ce soit à l'exécution mais aussi à la maintenance, cette notion de spécialité où le réseau avec la partie sécurité c'est vachement complexifié, l'audiovisuel avec les notions de résolution, de passer sur le réseau, c'est complexifié, tout se complexifie et donc c'est difficile d'avoir des gens qui savent tout faire comme avant, quoi. Avant c'était un peu ça, l'intégrateur c'était ça. Voilà, il y a 10 ans l'intégrateur il savait faire un peu de programmation, un peu de pause, un peu de configuration. Il y a même 20 ans c'était celui qui vendait le projet, qui faisait l'étude, le schéma et qui le posait. J'ai envie de dire c'est un peu notre business chez AV Connexion puisqu'on fournit que cette prestation intellectuelle là aux intégrateurs et on a beaucoup de boulot. Mais c'est vrai que je reprends ce que dit Arnaud sur la maintenance, c'est bien de faire la maintenance mais il faut la faire souvent. Parce que moi, j'arrive souvent sur des installations où je retrouve des CP3, pour ne pas les nommer, qui sont en firmware 1.5. Voilà. Et le problème, c'est que quand vous mettez à jour, donc là, on doit être au 1.8 maintenant, je ne sais pas, sur les dernières versions, c'est une machine assez ancienne de chez Crestron, mais qui n'ont jamais été mises à jour pendant 10 ans. Et parfois, on arrive avec un nouveau code qui ne va pas fonctionner, parce qu'on sait qu'il y a un bug sur le firmware, on va le mettre à jour, et là, on va se rendre compte qu'on va casser quelque chose qui fonctionnait. Voilà. Parce qu'en fait, ce qui peut être dangereux dans la maintenance, c'est les incohérences en fait, entre tes versions logicielles avec lesquelles tu as compilé le programme, Exactement. la version logicielle de la machine, et la version logicielle des produits contrôlés par la machine. C'est ça. Et donc c'est vrai que c'est un peu subtil. Puis pendant des années, comme disait Arnaud, ça fonctionne, on ne touche pas. C'était beaucoup lié à ça aussi. Donc souvent, quand on intervient pour faire même une petite mise à jour de programme, on se retrouve obligé de mettre à jour l'automate, puis de mettre à jour les produits contrôlés derrière. Et ce qui devait être une visite de maintenance d'1 heure, finalement, l'est d'une demi-journée, quoi. Et c'est pour ça que c'est mieux quand c'est prévu, vendu, organisé, planifié, ce qui n'était pas forcément simple avant. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut porter comme parole, c'est que globalement, tu l'as dit là, tu mets à jour un produit, mais finalement, il y a une réaction en chaîne et il n'y a plus rien qui marche. Parce que ça n'a pas été anticipé et je pense qu'il y a un vrai besoin d'interaction entre les fabricants, entre les intégrateurs, entre les utilisateurs pour dire, et même parfois sur plusieurs produits, hein, là on a vu récemment des mises à jour de Switch qui ont intégré des dispositifs pour éviter le flooding de broadcast.
TSP. Et en fait, qui était automatiquement activé. Manque de bol, tout le backnet et compagnie, ça repose dessus. Il n'y a plus rien qui marche. Il n'y a personne qui a compris jusqu'au jour. C'était juste une mise à jour de sécurité mandatory, obligatoire. Donc je pense qu'effectivement, ce que tu dis là, on ne voudrait pas toucher, mais si on ne le fait pas, il y a des failles de sécurité conséquentes et ça peut être vite beaucoup d'argent en jeu. Et donc je pense qu'il y a un vrai enjeu, vous l'avez tous dit, à planifier ça en amont et pas juste dire tiens on met des trucs, ça marche, c'est fini, mais une interaction entre l'intégrateur et Aujourd'hui, sur certains cas, notamment avec vidéo, sur les aspects gouvernementaux, on en vient même à l'intégrateur prévient le support technique de Crestron en disant je suis tel jour chez le client, est-ce que je peux être sur quelqu'un de spécialisé sur ce domaine-là, parce que chez nous aussi, on commence à avoir des gens facilités spécialisés qui sera disponible pour m'aider si besoin. Donc on en est même là aujourd'hui. Donc c'est forcément la planification, mais comme à l'exécution projet avant la maintenance, elle est de plus en plus, importante. Quelque chose d'important aussi quand on est face à un constructeur ne va pas vous donner de support sur une version qui a 2 ans. La première chose qu'il va vous dire, c'est écoute, mets à jour déjà, parce que moi je ne vais pas te donner un support sur une version qui est obsolète chez moi. Donc mettre à jour de manière régulière, pas avoir trop de retard dans le train des mises à jour, c'est important, mais ça aussi c'est quelque chose, il faut éduquer les clients finaux, les gestionnaires de bâtiments, que c'est quelque chose d'important. Sinon, ils risquent d'avoir à un moment donné un énorme pépin. Après, c'est une question de management du risque. Est-ce que je prends le risque de ne pas faire de mise à jour et d'attendre le gros pépin, et peut-être j'en aurai jamais. Mais ça doit être prescrit soit par les maîtres d'ouvrage, soit par les maîtrises d'œuvre. Mais moi, j'ai des fabricants qui me refusent des prises en charge support technique quand j'arrive avec une version d'il y a 2 ans, ce qui est normal, parce qu'ils sont passés à autre chose. Il y a sans doute plein de choses qui ont été corrigées dans les mises à jour. Donc d'abord, fais la mise à jour de ton système et ensuite, je te fournis un support. Une dernière remarque, question avant de passer à... Clairement, en fait, je veux revenir sur le rôle de l'intégrateur. En 2023, en fait, c'est très simple, vous construisez un bâtiment, on a un archi de structure, on a un archi décorateur, on a un archi paysagiste pour les extérieurs, on commence à avoir des archis éclairagistes, et on n'a pas d'archi de communication. Et en fait, finalement, le rôle de l'intégrateur, nous, on est historiquement dans la chaîne du bâtiment. Le client va faire construire son bâtiment, il va faire appel à une société générale, qui va faire appel à une entreprise de CFO ou de CVC, et l'intégrateur il va être en dessous. Sauf que le client, il veut discuter en direct là-dessus. Et moi, ce que j'essaie de faire comprendre aujourd'hui au cabinet d'architecture, c'est intégrer dans vos équipes cette personne qui aura cette vision à la fois du bâtiment et de l'audiovisuel. Pourquoi ? Il y a 5 ans, j'ai fait un bâtiment pour Bouygues. Ils construisent les bâtiments, ils ne savent pas qui sont les preneurs. Et ça, c'est une grosse problématique. On part sur une définition de KNX parce que, effectivement, et moi je suis un pro KNX, Rédo vous en parlera, pour avoir l'interopérabilité et l'ouverture la plus totale, on met des prises RJ45, on livre le bâtiment donc avec une garantie de parfait achèvement, une décennale, et là, ils choisissent le preneur. Et le preneur, il arrive, il dit « Ah ben moi je veux tel système audiovisuel, je veux ci, je veux ça ». Et là, les ennuis commencent. Est-ce que l'intégrateur audiovisuel, il a le droit d'intervenir sur un bâtiment qui est encore avec une GPA derrière? Vous voyez, donc toute la difficulté, elle est là, c'est que des fois, on n'a pas les cibles clients. On essaye, les constructeurs sont dans le rôle des constructeurs avec leur... et c'est les Bouygues souvent qui prennent ces choses-là. Et finalement, on n'a pas la vision globale dès le départ de vers où on va, parce que finalement, on ne connaît pas le client final. Et toute la difficulté aujourd'hui, elle est là. Donc, et puis c'est pas des enjeux qui convergent en plus. En plus, c'est pas des enjeux qui convergent parce qu'effectivement... Il y a même en plus peut-être une problématique humaine sur l'audiovisuel pour avoir été un petit peu... pour avoir travaillé un peu dans le métier depuis une vingtaine d'années. L'audiovisuel aussi, mais l'enjeu c'est justement comme tu le dis de manière très, très pertinente. Le promoteur va construire le bâtiment, il ne sait pas qui va l'occuper. Et au final, les gens qui vont l'occuper, la dernière chose sur laquelle ils ont encore le choix, c'est l'audiovisuel. Et ça, c'est quelque chose, c'est un facteur humain. Alors moi, quand j'étais commercial dans l'audiovisuel, c'est quelque chose qui me faisait vendre des choses, parce que je veux des enceintes de telle marque, je veux des trucs, ça c'est bien, c'est un vrai business, parce que tu vas parler au cœur de la personne qui va choisir, et ça va être son dernier bastion de choix. C'est ça la finalité pour lui, toi tu vas arriver, tu vas lui donner le moyen de pilotage, donc tu vas l'intéresser. Ça va plus loin que ça, c'est le seul aspect du bâtiment sur lequel ils ont la main. Parce qu'en général, le mobilier, c'est pas eux qui vont le choisir. Le facility manager, il va pas choisir le mobilier, il y a un archi d'intérieur qui va le choisir. La déco, il va pas le choisir. Le système d'éclairage, le système de chauffage, la gestion des stores, il va pas le choisir. Mais par contre, il va choisir l'équipement de sa salle de réunion. Il va choisir l'équipement
la marque de ses enceintes, il va choisir la marque de son moniteur ou de son projecteur. Et ça va lui parler. Et ça, c'est parfois incompatible avec la façon dont le bâtiment a été conçu. Mais quand tu es commercial dans l'audiovisuel, ce que je ne suis plus, mais que j'ai été, eh ben, toi, tu veux vendre une solution. Donc, tu vas vendre une solution qui va plaire à ton client. Qui va pas forcément marcher. Elle va marcher, mais elle va pas forcément être interopérable avec le bâtiment. Elle va marcher dans ton scope. Dans ton scope. Mais c'est vrai que c'est délicat parce que ce côté humain-là, le dernier bastion de décision de l'utilisateur, ça reste l'audiovisuel. Parce que l'informatique, ils n'ont plus la main dessus. Il y a un service informatique qui choisit les PC, le matériel et tout. Mais est-ce que c'est justement ce challenge-là, il n'est pas répondu en partie je dirais 5 dernières années par le fait que tout est vraiment aujourd'hui convergé sur l'IP, quoi. Est-ce que le fait qu'il y ait une bonne infrastructure IP prévue dès le début permet de dire le preneur pourra choisir tel ou tel fabricant, tel ou tel usage, telle ou telle marque d'enceinte, parce que maintenant on retrouve des haut-parleurs sur le réseau, les micros sur le réseau, l'automate, l'écran tactile. Tu as commencé ta phrase comme ça, prévu dès le début, et ça va vraiment avec ce que tu viens de dire. Mais comme ça c'est récent, c'est 5 ans. Quoi. Ça. Alors, haut-parleur sur le réseau, tiens, on va parler du Dante. Alors, tu vas venir avec du Dante, tu vas parler un IT. Oh là là, attends, ça fait du multicast. Qu'est-ce qu'on va faire? Voilà. Et donc là, tu dis super, regarde là, j'ai un haut-parleur, regarde, il est alimenté en PoE, il y a juste un câble RJ à tirer, tu branches au switch, tu l'intègres au plafond, il a une bonne diffusion, un bon SPL, c'est parfait et tout. Ouais, mais il fait du multicast. Oui, mais non. Voilà. Et donc, vous avez dit multicast, le mec de l'IT, il sort son bouclier et son épée, il dit non, tu mets pas de multicast sur mon réseau. Voilà. Puis c'est fini. C'est intéressant parce que toi, tu as parlé d'archi et d'un tas de choses. Aujourd'hui, dans les projets, c'est aussi des gens qui vont être de plus en plus sollicités tôt, les DSI, ces choses-là. Et en fait, ça commence. Globalement, en tout cas, on y travaille, c'est un peu le métier de Synaptic, mais c'est une vraie tendance. L'AMO Smart, le côté de dire, ok, tu parlais de l'architecte de la connectivité, ça commence parce que justement, c'est un vrai besoin et qu'on se rend compte qu'on ne peut pas faire sans. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a une volonté aussi bien des fabricants que des intégrateurs, que des architectes, des requis. Maintenant, il faut planifier, il faut réfléchir à tout ça. Est-ce que c'est possible dès le début? Tu dis, tu fabriques un bâtiment de A à Z, bah oui, mais le preneur, il n'est pas connu. Et comment tu fais, notamment avec des choses comme le R2S ou ce genre de choses-là, pour faire en sorte que le bâtiment, il soit ready to service, il soit prêt à venir chercher d'autres choses? Je pense que c'est aussi pour ça que des bureaux d'études audiovisuelles ont commencé à se créer et de plus en plus. Dans la construction de bâtiments, dans la rénovation de bâtiments, on a de plus en plus comme interlocuteurs des bureaux d'études audiovisuels. Après, il y a quand même aussi une problématique, c'est que tout simplement, vous parlez tous de bâtiments neufs, de projets, de choses, où globalement les générations sont à peu près au même niveau. Mais quand vous avez des bâtiments plus anciens où vous êtes obligé de vous interfacer, notamment sur du KNX et autre chose, on se retrouve quand même souvent les becs dans l'eau. Et justement pour retrouver les programmes, pour retrouver comment ça a été fait, et puis vous intervenez sur un bâtiment parfois immense, et la personne vous dit, écoutez, effectivement, je voudrais que les stores marchent de nouveau. Donc parfois on est obligé de faire des solutions tout à fait différentes pour qu'on arrive à finaliser notre projet, quoi. Et ça, c'est quelque chose, une composante qui aujourd'hui n'est absolument pas mise en place sur aucune construction. Jusqu'à présent, il y a un coffre-fort, numérique qui dit, bon, voilà, dans ce coffre-fort numérique, on peut puiser dedans, le client final, il a l'accès, il peut vous donner l'autorisation et dire, voilà, vous avez toutes les composantes en fait, de ce bâtiment qui sont stockées, répertoriées, archivées, et vous pouvez reprendre en fait des parties. Et c'est un sujet super intéressant, si tu veux, même dans la table ronde où tu participes juste après, je propose d'en reparler parce que je pense que même si c'était pas forcément vraiment dans la thématique hôtellerie hospitality, je pense que c'est quelque chose de vraiment important pour nous tous. Je pense qu'on peut clôturer là-dessus si c'est vrai, comme ça. Lucien peut... On n'a pas trouvé de solution.